Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de ma nouvelle chaîne YouTube qui a pas encore de nom à l'heure où je tourne, mais qui finira bien par en avoir un d'ici à ce que j'ai fini le montage de cette vidéo. Une chaîne dont je vais me servir pour vous présenter des gens qui sont intéressants, qui ont des choses à dire sur des sujets qui me sont chers, qui ont des choses à dire ou alors des choses ou des produits à montrer, et en tout cas des gens qui, à mon avis, gagnent à être connus. Donc on va commencer pour ce premier numéro avec Olivier Delestre, avec qui on va parler de confinement, de management à l'heure du confinement et de manière plus globale des RH dans ces périodes un peu troubles et de la manière dont elles vont pouvoir se projeter dans le futur. Donc, salut Olivier. Salut Bertrand, tu vas bien? Très bien, merci. Alors, avant tout, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui t'es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh là, la grande question. Alors, qui suis? Moi, je m'appelle Olivier Delestre. Je suis associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Altea et qui est spécialisé dans la transformation des fonctions support, dont la fonction RH. Et donc, moi, chez Altea, je suis en charge de l'équipe de transformation et de management du capital humain. C'est à peu près une quarantaine de consultants qui travaillent à la fois en amont des projets sur les différentes opportunités que les clients peuvent avoir de transformation de leurs fonctions ou de leur SI RH. Et puis ensuite, on travaille aussi pendant les projets, c'est-à-dire qu'on aide les clients, les métiers RH, à définir leurs besoins et à le transformer en exigences fonctionnelles, etc., etc., ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, est-ce que je vois fin du confinement, mais toujours en télétravail? Avant d'aller plus loin, justement, tu es à la fois dirigeante et à la fois manager. On a beaucoup parlé ces temps derniers, et notamment dans un excellent bouquin que j'ai commis avec quelques amis, le confinement expliqué à mon boss. Je vais vous mettre la couverture et puis le lien pour aller l'acheter. C'est indispensable, c'est très bien écrit, il y a plein de choses intéressantes dedans. Et en plus, vous faites une bonne action vu que tous les droits d'auteur et les bénéfices vont à la Fondation de France, justement pour aider ceux qui luttent contre le coronavirus. Mais donc, on a beaucoup parlé du collaborateur, comment il vivait le télétravail, comment il le vivait bien ou mal, comment il était efficace ou pas en télétravail. Finalement, on a très peu parlé des dirigeants et des managers. Oui, effectivement, tu as raison, Bertrand. On a beaucoup parlé du collaborateur, alors qu'en fait, l'impact pour le collaborateur de bureau, bien sûr, hein, puisque les collaborateurs de terrain au contact du public, eux, n'étaient même pas en télétravail, ils pouvaient juste pas travailler. En tout cas, pour le collaborateur de bureau, la différence est assez minime négativement et parfois même positive, voire très positive, puisque le collaborateur qui d'habitude passe 30 minutes, 45 minutes, 1 heure dans les transports par sens chaque jour, il économise ce temps-là, il peut l'utiliser soit pour travailler plus, mais en tout cas pour passer plus de temps avec sa famille et donc maximiser son temps de travail en évitant les pauses intempestives, la multiplication des pauses café, les pauses cigarettes, etc., etc., les choses qui en fait réduisent sa productivité. Tu connais bien le sujet, Bertrand, on en parle assez régulièrement. On est, je pense, des gens qui évitons de faire des déjeuners de travail trop souvent pour travailler de manière plutôt continue et se ménager des plages où finalement on n'est pas en réunion. Pour ce qui est des managers et des dirigeants, alors moi je suis dirigeant d'une des plus grandes équipes d'Altea, on est entre 35 et 45 consultants. La chose est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que quand on est dirigeant, on a souvent plusieurs casquettes. On a évidemment la casquette managériale, on manage une équipe de middle managers. On a une casquette de dirigeant vis-à-vis de l'extérieur, et puis on a une casquette de commercial, en tout cas de personnes qui représentent la société auprès de ses clients. Cette partie-là, elle est aujourd'hui très difficile, et elle a été très difficile pendant 6 semaines, surtout dans le conseil en RH, puisque les DRH ont été mobilisés sur un certain nombre de sujets. On en parlera, j'imagine, plus tard. Elle a été compliquée parce qu'aussi, quand on est consultant et puis quand on est dans des métiers de service, le contact avec le client est très important et du coup, ce contact déshumanisé au travers de plateformes digitales, il est forcément pas le même. Et puis enfin, en tant que dirigeant, on prend aussi pendant ce moment-là des décisions qui sont
difficile, parfois à contre-cœur, surtout d'une équipe qu'on a créée. Et donc ça, c'est parfois compliqué avec des mesures de prise de RTT, prise de congé de l'année dernière, mais aussi parfois chômage partiel. Il y a deux dimensions dans le travail à distance, qui n'est qu'un des impacts du confinement. Tu as la dimension faire travailler les gens ensemble. On a beau avoir les outils, ça demande un peu de dextérité managériale quand même, hein, et même de savoir-faire du côté du collaborateur. Mais il y a également un truc dont je pense qu'on n'a pas assez parlé, qui est le vivre ensemble. D'un seul coup, les gens ne se voient plus, on peut avoir un sentiment d'appartenance qui se délite, etc. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce vivre ensemble au sein d'une équipe? Alors, c'est très compliqué. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas, c'est toutes les nuisances qui sont liées au confinement, et notamment, on habite tous les deux en région parisienne. D'ailleurs, on aurait pu faire cette interview de face à face si on était un peu moins prudent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions en région parisienne compliquées, soit parce qu'ils sont confinés dans de petits espaces, soit parce qu'ils doivent partager cet espace avec une grande partie de leur famille. Et ça crée un désarroi et en tout cas des problèmes psychologiques que les entreprises prennent en compte ou pas. Nous, chez Altea, on a monté une ligne spécifique avec des psychologues du travail qui est disponible 24 heures sur 24 pour l'ensemble des consultants de notre équipe et qu'ils peuvent appeler en fonction de leur humeur et pour partager des choses. On a des statistiques, hein, la durée moyenne des appels est de 45 minutes. On a un vrai sujet de personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de parler de leurs problématiques. Donc ça, c'est le premier point auquel finalement on n'a pas beaucoup de choses à faire puisque c'est vraiment très individuel. Le deuxième point, et tu en parlais, c'est le fait de pouvoir maintenir la dynamique d'équipe et le vivre ensemble. Il y a plusieurs choses. Nous, on a monté ce qu'on appelle un café, on appelle ça le café HCM. HCM, c'est pour Human Capital Management, c'est le nom de mon équipe. Et le café HCM, c'est tous les matins, 9h15, pendant 15 minutes. Et là, on réunit toute l'équipe, donc les 35 à 40 personnes. Alors évidemment, viennent qui peuvent, hein, parce qu'on ne peut évidemment pas gérer une équipe de 40 personnes en call. Mais en tout cas, ça permet de parler de tout et de rien, de maintenir le lien, comme si finalement on prenait un café ensemble à la machine à café, comme on le ferait dans nos locaux. Le deuxième point, c'est de se voir très régulièrement avec les managers. Alors, on a un management assez simple à trois niveaux chez Altea. On a des associés, des managers et des consultants. Donc moi, je me réunis avec les managers 2 fois par semaine pour partager des updates, remonter des informations du terrain qui doivent nécessiter des discussions en comité de direction et une prise de décision. Et puis l'inverse, c'est rendre compte des discussions et des décisions que l'on prend pendant le comité de direction en mode cascadé. Ça, on le fait 2 fois par semaine, 2 fois une demi-heure chaque semaine pour partager les choses. Et puis, si on n'a rien à se dire, on se dit rien. Et puis, dernier rendez-vous pour mon équipe, c'est un pot virtuel qu'on fait chaque semaine le jeudi après-midi, où finalement, on va parler d'un certain nombre de sujets avec les collaborateurs, de sujets d'actualité. C'est de l'information à la fois montante et descendante, et puis un petit temps de détente, où finalement, les gens parlent de leurs problématiques, un café un peu allongé, ou en tout cas corrigé, avec un peu d'apéro. Donc ça, c'est ce qui est de mon équipe. Et puis chez Altea, plus globalement, on a décidé d'être un peu plus dans le fun puisque chaque vendredi soir, on a une radio, donc on enregistre une web radio et je sais que vous le faites chez Imakina, tu pourras peut-être en parler Bertrand, mais en tout cas on a une web radio qu'on enregistre en un quart d'heure tous les vendredis soirs et on suit ça d'un quiz thématique, alors la musique, le cinéma, etc., l'histoire, on a déjà fait et on utilise un outil qui s'appelle Mentimeter, on pourrait très bien le faire avec un autre outil qui s'appelle Klaxoon. En tout cas c'est des outils qui permettent de rendre les choses plus fun et d'animer des meetings et donc on se sert finalement de tous les outils digitaux pour le faire et on a une tendance assez importante sur la réunion du vendredi soir de 18 à 19. On pourrait se dire c'est un horaire où les gens n'ont pas forcément envie d'être avec leurs collègues. Eh bien, ils sont présents parce qu'on a une tendance entre 30 et 60 personnes. On utilise du coup la plateforme Zoom pour avoir un peu plus de capacité. Oui, sur la radio, effectivement, c'est quelque chose qu'on a fait aussi, bon, avec certaines facilités quand on est une agence digitale, ça aide, mais avec une programmation par contre qui démarre tôt le matin jusque tard le soir, avec des rubriques, des intervenants, des interviews de gens de tous les pays, et c'est peut-être la première fois des fois pour certains qu'on apprend à connaître des gens qui travaillent en Belgique, en Turquie, en Suède ou je ne sais où, et avec des choses dédiées pour les familles, comment occuper les enfants, un cours de yoga
yoga, un cours de méditation, et on s'est rendu compte qu'on avait des gens, mais même des general managers, qui étaient de très bons DJ et qui savaient passer d'excellentes playlists. Donc effectivement, on innove, on découvre des choses, et je pense que c'est peut-être même des choses qui vont se pérenniser parce que il y a énormément de grippe. Et autre chose par rapport à ce que tu disais, c'est effectivement à un moment, il faut redescendre des choses au niveau des équipes. À titre personnel, j'ai mis pas mal de choses en place au niveau de l'entreprise pour suivre la manière dont les collaborateurs vivaient cette période un peu compliquée. Mais à un moment, ça doit redescendre au niveau des équipes, parce qu'on peut pas faire une visio à 100, 200, 300, 400 personnes. C'est pas possible. Donc à un moment, il y a des choses qui doivent revenir à un niveau de granularité suffisant pour qu'il y ait de l'échange, pour qu'il y ait de l'humain. Ça, c'est la première chose. Et en prenant garde, et je ne sais pas comment toi tu l'as fait, à ne pas recréer les silos. C'est le risque, en recréant les choses au niveau de l'équipe, d'isoler les équipes les unes des autres. Et en soudant trop les gens à un niveau, de les, quelque part, détacher du reste du collectif. Oui, tu as tout à fait raison, Bertrand. C'est un risque qu'on connaît chez Altea, d'où la dernière initiative que je précisais, qui est la radio, qui rassemble pour le coup tout le monde. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que au-delà, on va dire, du fun et de la cohésion pour la cohésion avec ces événements dont je te parlais, ce qu'on fait chez Altea, c'est qu'on crée de nouvelles offres, qui sont des offres de sortie de crise, où on fait travailler les gens de manière transverse. Je vais t'en citer trois. Une première, c'est une offre de diagnostic flash de la fonction RH couplée à une offre de transformation et de simplification des processus métiers de nos clients. Ça, c'est une offre qui est transverse et tu connais à quel point je suis sensible à la partie transformation des processus et notamment simplification des processus. On a un maître en la matière tous les deux qui est Yves Morieux, qu'on connaît bien. Je sais que tu t'attelles à ça chez Imakinat dans ton équipe. On a créé tous les deux un concept qui s'appelle le Management Delivery Model, dont on pourra certainement parler dans une autre vidéo. Et donc, la simplification des processus, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Altea et qu'on souhaite proposer à nos clients. Et ça, on le fait de manière transverse, avec évidemment mon équipe, mais l'équipe en charge de la partie transformation de la paye, et aussi l'équipe de la transformation finance et de la transformation supply chain. Et ça, on travaille ensemble pour proposer une offre cohérente à nos clients, finalement, de transformation de la gouvernance des entreprises. La deuxième offre sur laquelle on travaille en ce moment, c'est une offre, on va dire, de change innovant et notamment de change transformationnel. Chez Altea, évidemment, on fait énormément de change pour nos clients sur les différents projets puisqu'on les aide à implémenter des transformations de la fonction RH. Mais bien souvent, c'est du change à destination des utilisateurs finaux et on ne gère pas finalement l'embarquement des parties prenantes intermédiaires qui sont et qui seront les sponsors locaux des projets de transformation. Et donc ça, on travaille là-dessus en ce moment, également de manière transverse, avec un senior manager de l'équipe paye, avec différents managers des différentes équipes, pour proposer quelque chose dès la formée à nos clients qui va leur permettre de changer de braquet au moment de la reprise économique, qui n'est toujours pas là d'ailleurs, on pourra en reparler, mais la reprise, elle n'est toujours pas là. Et puis, dernière offre qui est importante pour nous, c'est une offre autour du RPA et du machine learning. L'ARH est très en retard par rapport à nos collègues de la finance sur ces aspects-là, et notamment parce que finalement, l'expérience collaborateur, elle est très très loin dans la fonction RH de ce qu'ils peuvent avoir ailleurs dans l'entreprise et de ce qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Et là, je ne parle pas seulement que de dématérialisation, même si c'est un point très important. Allez, Bertrand, je te parie qu'il y a 95 entreprises sur 100 en France qui ont des dossiers agents qui sont des dossiers papier. C'est juste incroyable aujourd'hui de se dire quand un nouveau collaborateur arrive, je fais un dossier papier. Et donc ça, on travaille sur ces aspects-là, évidemment, de dématérialisation, mais on travaille surtout sur la ticketisation de la fonction RH et de rendre la fonction RH très agile. Quand j'ai une question RH, au lieu de devoir décrocher mon téléphone et d'interrompre les RH qui sont en pleine activité, j'envoie un ticket avec des SLA, comme on a des tickets pour l'IT, et j'ai ma réponse qui est documentée, et réponse qui vient enrichir ensuite une base documentaire que je vais pouvoir venir interroger avec un chatbot, par exemple.
Et donc ça, c'est une offre sur laquelle on travaille avec quelques stagiaires, quelques consultants juniors qui sont des spécialistes là-dedans, où on essaie d'analyser le langage naturel pour traiter des tickets automatiquement. Et je pense qu'on va pouvoir proposer une offre à nos clients avant l'été sur ces sujets-là. Et je pense que c'est des choses dont on pourra parler ultérieurement sur ton blog ou sur cette chaîne à ta confiance. Moi, c'est quelque chose qui me tient également à cœur. Alors, sans aller encore dans la compréhension du langage naturel et dans les robots, il y a une chose qui est pourtant évidente, mais qui est pas faite, alors que tout le monde vous parle de symétrie des attentions, c'est on a monté sur la partie RH, on a monté un helpdesk, mais qui est la même chose que n'importe quelle entreprise met à disposition de ses clients. Il y a un problème, tu as un helpdesk, tu fais un ticket. Et puis après, il part aux bonnes personnes et il est traité. Mais la notion de guichet unique RH, où on pose ces questions et où on finit par avoir une réponse sans avoir à courir après le bon interlocuteur, le bon process, le bon outil, etc. C'est quelque chose qui est évident à mettre en place, mais c'est comme le bon sens, c'est pas forcément la chose la mieux partagée. Oui, tu as tout à fait raison, Bertrand. Je vais citer un exemple. On accompagne actuellement un des plus grands groupes français de traitement de l'eau et de traitement des déchets dans la mise en œuvre d'un projet de transformation de sa fonction RH et notamment d'automatisation d'une partie des processus de la gestion des talents. Dans ce cadre-là, ils ont évidemment une équipe métier, une équipe IT avec un centre de compétences. On s'est rendu compte que le centre de compétences ne répondait pas exactement aux besoins, en tout cas de qualité, des RH qui l'interrogent parce qu'il est soit trop technique, soit pas assez rapide, et en tout cas il y a beaucoup de temps perdu en traitement d'activités manuelles. Donc dans ce cadre-là, on travaille à la fois sur la qualification et la réponse automatique à un certain nombre de sollicitations pour éviter de sursolliciter le centre de compétences, et d'autre part à l'automatisation d'une partie des tâches effectuées par le centre de compétences, tout ce qui touche notamment autour des autorisations, des habilitations, qui sont très chronophages dans l'outil qu'ils utilisent et qui demandent énormément d'actions manuelles. Donc dans ce cadre-là, finalement, on les aide à faire ça. Donc on travaille à la fois sur la simplification des processus, la clarification de l'organisation, mais aussi quand tout ça est en place, sur l'automatisation d'un certain nombre de tâches pour faire que les gens se concentrent plutôt sur la valeur métier et sur la valeur ajoutée des réponses qu'ils effectuent aux sollicitations du terrain. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet et parler un peu de ce qui était notre sujet principal, qui était les RH dans cette période trouble et agitée dite de Covid-19. J'ai envie de dire que tu étais un peu au cœur de la tempête avec tes clients. La première chose que je voulais te demander, c'est justement au début et dans les premiers temps de cette période, parce qu'après, on sait qu'il va y avoir un atterrissage, il va y avoir un redécollage, mais dans les premiers temps, là, quand on était dans le dur, vraiment dans le cœur de la tempête, quelles ont été les priorités, les réactions des directions ressources humaines telles que toi, tu as pu les voir? En fait, ce qu'on a constaté chez tous nos clients et tous secteurs d'activité confondus, c'est une vraie focalisation vers le cœur de la RH française, c'est-à-dire la paye. Tout le monde s'est concentré sur la sécurisation de cette paye et la prise en compte des impacts gouvernementaux sur la paye, notamment les modalités de chômage partiel qui ont demandé un effort assez conséquent des responsables de paye et des gestionnaires de paye chez nos clients. Et donc ça a été la première focalisation. D'ailleurs, un certain nombre de clients sont venus nous demander de l'aide sur ce sujet-là, savoir si on a des consultants disponibles ou un conseil juridique pour savoir finalement quel allait être l'impact sur la production de la paye de toutes les mesures gouvernementales qui étaient liées au coronavirus. Donc ça, c'est pour répondre directement à ta question sur les impacts immédiats de la crise. Donc ça, c'est l'impact immédiat. On part au plus pressé et on va directement sur ce qui est le plus sensible, autrement dit le réglementaire. Effectivement, tu parles de RH française avec tout ce poids réglementaire qu'on lui fait porter et qui l'empêche souvent d'ailleurs de se développer direction où par contre elle aimerait bien et nous on le voit aussi, il y a des notions de géographie, limite de culture qui rentrent en compte, avec des géographies où quand on a commencé à rentrer dans le dur, on voyait des géographies où les gens passer en mode réglementaire et on construit des digues, des murs et on se protège, et d'autres qui ont tout fait
pour sauver tout ce qui pouvait en termes de business, ont tout de suite pensé en termes d'opportunités, de nouvelles offres de crise, etc. Et qui, après ça seulement, se sont reconcentrés sur bon bah maintenant qu'on a sécurisé un maximum de business, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, je pense on va pas épiloguer là-dessus. Ça va même au-delà des gens. C'est des contextes locaux, culturels et légaux. Une fois le réveil difficile passé, où il faut bien se lever, se remettre en ordre de marche et retourner bosser, quels sont les sujets que tu vois arriver? Ce réveil dont tu parles, il est très différent en fonction du secteur d'activité des différentes entreprises. On a à peu près 3 catégories. On a les catégories sinistrées qui vont rester sinistrées pendant très longtemps et qui sont malheureusement chez Altea une grosse partie de nos clients que nous avions. C'est tout ce qui est transport, hôtellerie, restauration. Et donc ces secteurs-là sont sinistrés assez durablement et les coupes ont été assez massives puisque ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, l'ensemble des projets s'est soit arrêté, soit très fortement ralenti. Et on a une deuxième catégorie d'entreprises dans des secteurs d'activité impactés, soit parce que pause du travail d'une part, soit parce que réduction de marge d'autre part. Je m'explique. On a un certain nombre d'entreprises dont on pense qu'elles sont florissantes en période de coronavirus. Par exemple, la grande distribution. Or, ce qui se passe dans la grande distribution, et on en a discuté avec nos clients, c'est que les produits qui sont vendus dans ces secteurs sont des produits qui sont à très faible marge en ce moment. Et du coup, les marges qui sont dégagées pour réaliser les projets eh bien, ne sont pas utilisées pour faire ces projets en ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les entreprises dont les marges ont baissé naturellement. Je parle par exemple du secteur oil and gas. On avait des clients ou des prospects qui étaient dans le secteur oil and gas et vu le prix du pétrole en ce moment, ça vaut plus le coup de produire du pétrole ou d'en commercialiser. Donc les marges étant très faiblement réduites, eh bien les capacités d'investissement sont très réduites. Donc ces projets-là ont plutôt ralenti. Et j'avais oublié un secteur, c'est les chantiers notamment. On a tout ce qui est BTP. Donc ça a commencé à reprendre et ça va reprendre tout doucement. Et puis le troisième secteur, c'est le secteur qui n'est pas impacté. Et là, on retrouve tout ce qui est autour de la banque, de la finance, des assurances, etc., etc. Dans ces secteurs plutôt matures, qu'est-ce qui se passe? On a un certain nombre de sujets qui arrivent chaque année. On a tout ce qui est évaluation de la performance, on a tout ce qui est formation. Et ça, ce sont des nouveaux paradigmes à adopter. Si je prends l'exemple de l'évaluation de la performance, en France, en tout cas, ou en Europe plus largement, c'est assez rare d'avoir des évaluations annuelles de la performance ou des entretiens annuels à distance. Et je ne parle pas des talent review ou des people review. Les people review, ça se passe avec 20, 30, 40 managers dans la même salle qui discutent de la performance des collaborateurs pour décider d'éventuelles promotions, d'éventuelles augmentations, d'éventuelles primes. Et faire ça dans un Skype ou dans un Zoom ou dans un Teams à distance, ça semble assez illusoire. Donc il faut réinventer de nouvelles modalités de gestion des talents, de gestion de la performance et plus globalement de gestion des collaborateurs. Et on en revient au sujet du management qu'on évoquait en début de discussion. Et puis il y a un deuxième sujet sur lequel d'ailleurs nous on travaille beaucoup chez Altea, c'est le sujet du digital learning. Alors Bertrand, ça fait 20 ans qu'on fait des e-learning, peut-être même 25 ans qu'on fait des e-learning d'une manière ou d'une autre, mais jamais, absolument jamais, on a conçu des parcours de formation certifiants ou pas certifiants pour les collaborateurs, totalement digitaux de A à Z, soit au travers de classes virtuelles, soit au travers d'e-learning, soit au travers de micro-learning. Et ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a énormément de demandes de nos clients. Ils sont très en attente d'avoir des choses plutôt packagées, plutôt matures. Et en face, on a un marché ultra dynamique en France de la EdTech avec quasiment 500 startups autour de tout ce qui est contenu de formation et parcours de formation, mais tellement morcelé que c'est très compliqué pour nos clients qui ont des envies très précises de trouver le bon outil ou les bons outils, le bon package d'outils qui va permettre de répondre à leurs besoins. Et là, on a une vraie offre chez Altea qu'on est en train de développer, mais pas que nous, nos concurrents le font également, pour aider les entreprises à finalement avoir beaucoup plus clair dans cette nébuleuse de EdTech
et enfin sortir de ce POC. On en a marre de faire des POC chez nos clients. On veut des vrais trucs industrialisés, utilisables pour nos clients, scalables sur 50 000 collaborateurs et pas des POC pour 200 personnes qui coûtent 120 000 euros. Là, tu viens d'évoquer les chantiers qui se mettent en place une fois que le réveil difficile est passé et qu'il faut relancer la machine. Maintenant, à terme, si tu te projettes à 3 mois ou plus, quelles vont être les priorités des directions des ressources humaines que tu vois arriver? Alors, aussi bien les priorités que tu penses qui vont être les leurs que celles dont tu penses qu'elles devraient l'être et qui ne le seront pas forcément. Oui, c'est un bon point. Alors, une des priorités qui va être les leurs, ça va être la partie autour du télétravail. Il va falloir absolument déréglementer le télétravail en France et laisser la possibilité aux entreprises d'offrir plusieurs jours de télétravail, voire des jobs en télétravail intégral, sans tout le poids du juridique. Et je pense que le gouvernement va légiférer en ce sens, et je pense que les entreprises vont devoir s'emparer de ce sujet-là. Autre point, c'est que il va falloir, pendant un certain temps, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, recruter et onboarder des collaborateurs sans même les accueillir dans un lieu physique. Et il va falloir développer une marque employeur et, je dirais, une culture d'entreprise de manière totalement digitale. Et ça, pour beaucoup d'entreprises, alors là, on ne parle pas de nos entreprises à nous, Bertrand, on ne parle pas des entreprises qui travaillent dans le digital ou dans le conseil, qui ont un pool de collaborateurs flexibles, on parle d'entreprises qui, elles, sont des entreprises plutôt de l'ancien monde, je dirais, même si c'est traditionnel, sans que ce soit péjoratif. Traditionnel, voilà. Ces entreprises traditionnelles, elles pourront plus faire une journée d'accueil dans leurs locaux, où on explique aux gens comment ça se passe pour remplir une feuille de temps. Il va falloir trouver de nouvelles manières d'onboarder les collaborateurs et de les inclure dans une culture d'entreprise. Et ça, c'est un sujet que les DRH ne vont pas avoir le choix d'aborder ou non. Et moi, je vais même en rajouter une couche, parce que tu parles des collaborateurs. Il y a tout ce qui est étudiants, apprenants, alternants, qui sont des gens qui demandent un dispositif de suivi et d'accompagnement spécifique, qu'on peut pas lâcher dans la nature comme ça, qui n'ont pas une connaissance du monde de l'entreprise en général et de l'entreprise qui les accueille en particulier suffisante. Et eux, ça va être encore pire, parce que ils vont arriver, ils savent pas ce que c'est que de travailler pour la plupart, et tu dois les onboarder, etc. Et en plus d'un suivi quelque part professionnel, tu vas devoir faire un suivi humain et éducatif à côté. Qui demande, parce que je suis en train de plancher dessus, je peux te le dire, qui demande de mettre en place des dispositifs très serrés, parce que même si c'est évident pour les entreprises de répartir les rôles d'une manière et d'organiser les choses d'une manière, ça c'est pas compliqué à faire. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur, comme on dit, remettre le client au centre, remettre le salarié au centre. Il faut que le collaborateur qui arrive ait l'impression que tout est clair, tout est évident et tout est sous contrôle. Et lui donner ce sentiment qui va quelque part également le rassurer, c'est autre chose que de faire un process où le collaborateur va être saucissonné entre différentes personnes, différents rôles, où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, ce qu'il va voir, c'est la big picture et le parcours global. Et si ce parcours n'est pas clair et évident pour lui, il va se sentir en situation d'inconfort relativement fort. Oui, tu as raison. Effectivement. Et puis donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question précédente, qui est finalement quels sont les sujets dont les DRH vont devoir s'emparer, mais qu'ils n'ont pas encore identifiés, il y a enfin le sujet qui va leur permettre de se positionner comme de vrais partenaires de la transformation. Tu me ressors quand même pas le sujet du HR Business Partner. Ça fait 15 ans qu'on est dessus. Mais si, pourquoi ? Parce qu'on n'y est toujours pas sur le sujet du HR Business Partner. On est encore, dans la plupart des entreprises, avec une fonction RH qui est une fonction principalement administrative, et où même quand les fonctions de talent sont développées, ont un tropisme administratif important, et sont assez peu dans l'écoute du business pour les aider à se transformer. On a cette fonction qui est plutôt à la base administrative,
on voulait avoir des RH as business partners qu'on n'a jamais eu finalement, et ça fait effectivement 15 ans qu'on en parle sans aucun résultat. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai eu la discussion. J'intervenais en tant que keynote speaker pour la DRH d'une grande entreprise internationale en France. Et à un moment, le DRH m'a posé la question. Il m'a dit, mais en fait, vu ce que vous nous racontez, une vraie HR business partner, comme vous essayez vous-même de l'être, en fait, il faut que les RH viennent du métier. Ben oui, ça semble. Et comment est-ce que tu peux vouloir impacter, je dirais, la vie, le travail des gens si tu le connais pas, si t'as pas la légitimité? Comment est-ce que tu peux aller voir un manager pour lui dire ça, il faut changer ça, ça et ça dans la manière dont tes équipes fonctionnent, alors qu'on n'a pas les légitimités du terrain pour lui dire ça? Et avant de te laisser aller plus loin, je me souviens d'un de mes professeurs quand j'étais étudiant à Subdeco Bordeaux, aujourd'hui Kedge, qui était d'ailleurs le directeur de l'école et qui était un RH et qui nous disait: il n'y a pas de formation RH à l'école, parce que les RH, ça n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école pour aller en faire en entreprise. Rentrez par le métier, vous allez apprendre des choses, et si vous avez la sensibilité, après, apprenez ce qui vous manque comme fondamentaux pour la fonction RH. Mais par contre, démarrez par le métier et après allez vers les RH, sinon vous allez être des RH hors sol. Et c'est un peu ce que tu dis. Moi, je parle toujours de l'individu dans son contexte de travail. L'individu dans son contexte de travail, c'est un individu avec son portfolio de compétences, d'expériences, etc. Mais c'est des clients en face, c'est un manager au-dessus, c'est des collègues à côté, c'est des process et c'est des outils. Et si on prend le collaborateur détaché de cette réalité à plusieurs dimensions, on fait des RH hors sol, ou comme on fait de l'IT hors sol quand on balance des outils sans savoir dans quel contexte et pourquoi ils sont utilisés. Il n'y a pas que les RH qui sont fautifs dans ces cas-là. Mais traiter le collaborateur en dehors, indépendamment de son contexte global de travail, c'est faire du hors sol. Oui, tu as tout à fait raison. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un rebattage des cartes absolument indispensable de la fonction RH et qui doit être prévu par les DRH et qui va finalement scinder la fonction RH en plusieurs parties. Et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le à la française. Ben oui, évidemment, il y a des choses qui sont attachées à la RH aujourd'hui qui sont plutôt du ressort des affaires sociales ou du juridique. Et ça, ces choses-là n'ont pas grand-chose à voir avec le développement RH et le fait que on va finalement augmenter les compétences des collaborateurs pour correspondre aux besoins du business en termes de compétences, qui est ce sur quoi le RH doit se focaliser. Il ne doit pas se focaliser sur la gestion des partenaires sociaux, ou d'une part, ou la gestion de la paye et de la masse salariale d'autre part, qui sont plutôt des sujets financiers d'une part, ou juridiques d'autre part. Donc le DRH demain, il va devoir se focaliser sur sa mission première et vraiment répondre aux enjeux du business. Et la fonction de DRH va forcément changer de profil. On ne formera pas les DRH dans des écoles RH, ça sera bien des gens du business, et il y aura peut-être même quasiment une fusion entre la fonction de Chief Operating Officer, de directeur de la transformation, et la fonction de DRH. Pourquoi ? Parce que DRH, il est là pour quoi ? Il est là pour faire en sorte que les collaborateurs qu'on a dans notre entreprise correspondent aux besoins qu'on a d'un côté business et que ceux qu'on recrute correspondent aux besoins de demain. Et donc, si le DRH arrive à faire ça, et pour faire ça, il faut qu'il soit forcément issu du business, eh bien, il répondra à sa fonction de DRH. Justement, on a vu des nouvelles fonctions fleurir ou pousser à la périphérie des RH, comme alors on a des people, alors des head of people, des directeurs people, des VP people, on a de l'expérience employée, je suis bien placé pour le savoir. Alors parfois complètement indépendant et même plus proche du business, parfois raccroché au RH, c'est des débats qu'on peut avoir, mais je vois quelque chose qui arrive, moi en tout cas phonétiquement ça me plaît bien, c'est ce qu'on appelle people operations, mais le plus souvent ça reste people operations, bon le operations dans le sens les operations, les opérations qui sont liées aux gens, donc on reste quand même dans la partie RH. Moi je serais assez séduit par le fait de dire people operations, c'est ok les opérations qui concernent les gens, mais c'est aussi les gens dans les opérations. Et là on aurait la double dimension, les opérations, la partie opérationnelle envers les gens et la partie opérationnelle des gens dans leur métier, et ça permettrait un peu de boucler la boucle. Oui, tu as raison. Après,
On a la dénomination Chief Operating Officer qui est pas mal, un COO, et qui permet de dire, OK, je suis le chef des opérations, et en même temps, les opérations, il y a forcément des gens dedans. Alors, Chief People Operations, je sais pas, mais on trouvera sûrement quelque chose. Ouais, People and Operations. Les titres, c'est des mots, les mots, ils ont un sens, et ils véhiculent quelque chose sur la manière dont le job est perçu en interne, et sur la manière dont la personne est accueillis, légitimes. Trop de Chief Operations Officer se sont retrouvés à gérer du process, de la rentabilité, de l'efficacité, en oubliant qu'il y avait des gens qui rentraient dans ce truc-là, mais parce qu'on leur demandait pas. Oui, tu as raison, effectivement. Bon, Olivier, merci pour cette conversation. Je pense qu'on se reverra dans un prochain épisode parce qu'il y a plein de sujets qu'on a laissés en suspens. Et puis, il y a des choses, je pense qu'on va voir au milieu de l'été, à la fin de l'été, des choses se décanter, des vraies tendances se dégager. Et à ce moment-là, il sera encore une fois le temps de faire un bilan, de décrypter et puis d'éclairer sur ce qui est en train d'arriver. Bon, Olivier, je te souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Salut. Merci, à la prochaine. Salut Bertrand.